Que se passe-t-il si je chauffe cet élastique? En chauffant le verre ou le plastique, les atomes vibrent plus vite. Ils s'éloignent un peu, ce qui diminue les forces intermoléculaires. Donc le matériau devient plus faible. Sous tension, il s'étire. Mais quand je chauffe cet élastique, c'est l'inverse qui se produit. En fait, il tire encore plus fort. L'élastique se contracte et le poids monte. Pourquoi cela arrive-t-il? Le caoutchouc diffère de tous les autres matériaux. Il est imperméable. Quand il se casse, il devient plus résistant et peut s'étirer jusqu'à 10 fois sa longueur et retrouver sa forme sans dommage. Ces propriétés l'ont rendu essentiel à la vie moderne. Il constitue les tuyaux et les conduites qui transportent notre gaz et notre eau, les courroies qui entraînent nos moteurs, ainsi que les pneus de nos voitures, camions et avions. Même les trains utilisent du caoutchouc dans leur système de suspension. C'est un matériau parfaitement conçu. Mais nous ne l'avons pas inventé. Tout notre caoutchouc durable vient toujours d'une seule source naturelle. Cet arbre. Cette source risque d'être détruite. Et si cela arrive, les conséquences pourraient être dévastatrices. Tu parles d'un effondrement total de la société à l'échelle mondiale. Cela peut être vu comme une question de sécurité nationale. On ne penserait pas être si dépendant de ça. C'est le cas, mais beaucoup l'ignorent et attendent une catastrophe. Le caoutchouc provient de l'EVA du Brésil. Dès 1600 avant Jésus-Christ, les Mésoaméricains coupèrent l'écorce pour libérer ce liquide blanc laiteux, aujourd'hui appelé latex. Ils ont constaté qu'en séchant, il devenait une masse solide, extensible et imperméable. Nous avons envoyé Henry Van Dyke, producteur de Veritasium et ingénieur mécanique, au laboratoire de R&D d'Akron, spécialisé dans le caoutchouc, pour observer cela en personne. Toutes ces étagères, même apparemment solides, sont en train de couler. Vraiment? Si tu regardes derrière une de ces étagères, tu peux voir qu'elles sont en fait en train de goûter. Oh, wow! Elles coulent trop lentement pour être perçues. Le caoutchouc brut diffère de celui que nous connaissons. Il coule lentement et ne garde pas sa forme. Comment obtient-on ce matériau étrange? Sous l'écorce, des cellules tubulaires spéciales transportent le latex. À l'intérieur, on trouve en suspension de nombreuses molécules de pyrophosphate, d'isopentényle ou IPP. C'est le bloc de construction ou monomère du caoutchouc. En fait, l'IPP se trouve partout dans la nature, y compris à l'intérieur de vous. D'énormes quantités d'entre nous dépendent de cette petite molécule. Nous produisons du caoutchouc à chaîne courte dans notre foie. C'est le dolichol. Vous produisez activement du caoutchouc, comme une usine. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi est-ce que je fabrique du caoutchouc? C'est vital pour les membranes cellulaires. Des enzymes constructrices spéciales attrapent ces monomères pour construire cette longue chaîne avec plus de 10 000 monomères. Ils construisent un polymère. Ceci est du caoutchouc. Je demande aux étudiants de réfléchir si ceci est un atome de carbone et que le suivant est juste à côté dans la chaîne. Et ensuite, j'ai mon prochain atome de carbone. Combien en faut-il pour constituer toute la longueur de la chaîne? Eh bien, nous avons des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'atomes de carbone le long de la chaîne principale. Si chaque atome avait la taille de cette balle de tennis, la chaîne ferait plusieurs kilomètres de long. Mais les polymères ne sont pas étirés d'un bout à l'autre comme ça. Au lieu de cela, ils sont tous enroulés sur eux-mêmes. Si vous imaginez la pièce où je suis et la première boule au centre, il est très improbable que l'extrémité de la chaîne sorte de la pièce. Après séchage du latex, il reste du caoutchouc brut, un enchevêtrement de polymères. Voilà pourquoi il s'écoule. Avec le temps, ces polymères glissent lentement les uns sur les autres. Lorsque vous tirez puis relâchez le caoutchouc, il reprend sa forme. Alors, pourquoi cela? À température ambiante, les chaînes de polymères du caoutchouc vibrent constamment et se heurtent les unes aux autres, et d'autres petites molécules, comme les molécules d'air ou d'eau piégées, se déplacent aussi et percutent les chaînes. Maintenant, lorsque vous étirez le caoutchouc, ces chaînes s'allongent, mais pendant ce temps, elles continuent d'être bombardées par ces petites molécules. Donc, lorsque vous relâchez la tension, plus rien ne maintient ces chaînes alignées et le bombardement constant des petites molécules et des autres chaînes fait que ces chaînes se replient, alors le caoutchouc reprend sa taille d'origine. En chauffant le caoutchouc, tout vibre plus vite et les chaînes se replient davantage, ce qui provoque une rétraction encore plus forte du caoutchouc. Ainsi, chauffer du caoutchouc le fait rétrécir.
Les élastiques, c'est fascinant de penser que lorsqu'ils restent longtemps autour d'une vieille liasse de papier pour les maintenir ensemble, c'est grâce au martèlement perpétuel, incessant, des atomes contre ces chaînes pour les maintenir, essayant de les tordre et de les tordre. Mais il existe une autre raison pour l'élasticité du caoutchouc. En zoomant sur une chaîne, on voit que les monomères sont liés du même côté de la double liaison. Cela s'appelle une liaison cis et cela influence la façon dont la chaîne se replie. Sur chaque monomère, il y a 3 liaisons simples qui peuvent tourner pour être inclinées ou alignées. Mais ces carbones, avec 2 hydrogènes, occupent beaucoup d'espace, donc il est préférable qu'au moins une de ces liaisons soit inclinée. Cela fait que le polymère ondule comme un ruban plié. Donc lorsque vous tirez sur un morceau de caoutchouc, d'abord tous les polymères s'alignent, mais ensuite chaque chaîne se déplie également. L'ondulation rend le caoutchouc très extensible. Mais cet état est très rare. Les 3 liaisons alignées forment une seule configuration par monomère. Un polymère contient souvent des milliers de monomères. Après avoir relâché la contrainte, la chaîne passe d'un état aligné improbable à un état plus probable avec des ondulations. La chaîne elle-même se remet en place. C'est de là que le caoutchouc tire son élasticité car le caoutchouc naturel issu de l'arbre est déjà extensible. Il est imperméable car ces chaînes, faites d'atomes de carbone et d'hydrogène, sont hydrophobes. Mais comme nous l'avons vu, il finit par perdre sa forme. De plus, trop étiré, il casse facilement. Donc, il faut faire plus pour obtenir le caoutchouc auquel nous sommes habitués aujourd'hui. Les premiers Mésoaméricains ont légèrement amélioré le caoutchouc en mélangeant le latex avec le jus de l'hypomée, une fleur locale. Et ils utilisaient tout cela pour fabriquer des sandales, des bouteilles et des balles. Durant les 3000 années suivantes, le caoutchouc resta une simple curiosité pour le reste du monde. En 1770, un morceau de latex naturel arrive chez le chimiste anglais Joseph Priestley. Il a utilisé ce morceau pour tenter d'effacer des marques de crayon. Il a remarqué qu'il les effaçait facilement, je cite, en les frottant. Par la suite, les gens ont exploré d'autres applications. Jusqu'alors, on utilisait un tissu imperméable enduit d'huile, de cire ou de goudron. Mais certaines huiles étaient extrêmement inflammables et sujettes à la combustion spontanée, et la cire ou le goudron finissèrent par se fissurer avec les mouvements. Il n'y avait pas vraiment de bons matériaux flexibles à l'époque. Le cuir était la meilleure option, mais il était peu souple. Le caoutchouc pouvait résoudre tous ces problèmes. Pendant 50 ans, l'usage du caoutchouc a explosé. En Angleterre, on fabriquait des vêtements imperméables. Fin 1820, la mode du caoutchouc gagne les États-Unis, chacun voulant des bottes brésiliennes imperméables. Des usines ont émergé dans tout le pays pour produire des articles en caoutchouc, dont la Roxbury India Rubber Company en Nouvelle-Angleterre. Au printemps 1834, tout semblait bien aller pour l'entreprise. L'automne précédent, ils avaient vendu pour plus de 20 000 $ de manteaux en caoutchouc, chaussures et autres articles. Mais à l'arrivée de l'été, des problèmes commencèrent à apparaître. Ils enduisaient autrefois le tissu de caoutchouc pour le rendre imperméable, ce qui allait bien jusqu'à ce qu'on s'asseye sur un banc en bois un jour de chaleur et qu'on y reste collé. Tout le caoutchouc naturel a une grande faiblesse, il est très sensible aux variations de température. Il fond quand il fait trop chaud, et il gèle et devient cassant quand il fait trop froid. Cela rendait les manteaux et les chaussures pratiquement inutilisables pendant l'été chaud, alors les clients ont retourné leurs articles en masse. Les choses ont empiré. Un jour, le directeur de Roxbury a visité l'entrepôt. Lorsqu'il a ouvert la porte, il n'a pas vu leurs nouveaux produits, mais a plutôt été accueilli par une odeur nauséabonde et une masse fondue et gluante qui recouvrait tout l'entrepôt. En commandant du caoutchouc brut, nous avons eu une désagréable surprise similaire. Oh, c'est dégoûtant. La chaleur estivale a fait fondre et pourrir leurs produits en caoutchouc. Les résidus sentaient tellement mauvais que le directeur a demandé aux employés de les enterrer en secret pendant la nuit. Plus tard, pendant cet été horrible, le directeur a reçu la visite d'un homme nommé Charles. L'ancienne entreprise de Charles avait fait faillite et il était très endetté. Par hasard, il a trouvé une bouée en caoutchouc et a voulu créer une meilleure valve. Il a montré son design au directeur de Roxbury pour rembourser ses créanciers. Le directeur a été impressionné mais ne pouvait pas acheter le travail de Charles. Il a montré à Charles l'entrepôt rempli de caoutchouc pourri. Le caoutchouc avait du potentiel, mais sous cette forme, il posait trop de problèmes.
Il a cependant précisé que quiconque réussirait à stabiliser le caoutchouc sur une plus large plage de température et à le rendre non collant pourrait gagner beaucoup d'argent. Alors Charles était déterminé à devenir cette personne. Mais à son retour chez lui pour ses expériences, un créancier furieux l'a fait jeter en prison pour dettes impayées. Charles a demandé à sa femme du caoutchouc brut et son rouleau à pâtisserie. Là, dans sa cellule de prison, il a commencé à ajouter différents composés au caoutchouc brut. Si le caoutchouc était naturellement collant, alors pourquoi ne pas ajouter des poudres sèches pour absorber cette adhérence? Il a donc essayé d'ajouter de la magnésie et a obtenu un caoutchouc lisse et non collant, mais avec le temps, le caoutchouc est redevenu collant. Après sa libération, il a testé l'usure de ces mélanges de caoutchouc en se promenant habillé entièrement de caoutchouc. Ses mains étaient toujours couvertes de gomme élastique. Il plaisantait en disant que pour enlever du caoutchouc, il fallait en frotter davantage. Certaines mixtures prometteuses finissaient toutes par pourrir en masse collante. Il empruntait souvent de l'argent pour faire ses expériences scientifiques, mais comme elles ne marchèrent pas, il ne pouvait pas rembourser ses dettes. Alors, il allait souvent en prison, tellement souvent qu'il disait en rigolant que cette prison était comme son hôtel. Mais Charles a refusé d'abandonner. Quand un ami lui a dit que le caoutchouc était mort, Charles répondit « Je vais le ramener à la vie ». À l'été 1838, il a rencontré Nathaniel Hayward, homme d'affaires et inventeur. Hayward a mené ses propres expériences avec le caoutchouc, étalant une feuille et y saupoudrant de la poudre de soufre. En laissant la feuille au soleil, il a constaté qu'elle durcissait et devenait lisse et non collante. Mais finalement, elle fondait à la chaleur et gelait au froid. Il a proposé son procédé à son ancienne entreprise, mais c'était tellement malodorant qu'ils l'ont rejeté. Charles a perçu le potentiel à aider Hayward à obtenir un brevet, puis l'a acquis pour l'utiliser dans ses propres recherches. Un jour d'hiver 1839, Charles a accidentellement fait tomber du caoutchouc et du soufre sur un poêle chaud. En le grattant, il a vu qu'il avait noirci et durci au lieu de fondre. Sa fille a raconté « En passant, j'ai remarqué par hasard le morceau de gomme qu'il tenait près du feu et il était très animé par sa découverte. » Il a fixé la gomme dehors sur la porte de la cuisine dans le froid. Le matin, il l'a rapportée à l'intérieur, le brandissant avec exaltation. Il l'avait trouvée aussi flexible que lorsqu'il l'avait mise dehors. Il avait donc créé un nouveau caoutchouc avec des propriétés complètement différentes qui semblaient résister à la température et être bien plus solides. Nous allons tester du caoutchouc non traité face à du caoutchouc traité ainsi. Ceci est du caoutchouc non vulcanisé, je vais voir jusqu'où je peux l'étirer. Le caoutchouc non vulcanisé est très mou et s'étire beaucoup avant de casser facilement. Ça va faire mal. Nous devons le vulcaniser. Ça sent quoi pour toi? Ça sent le barbecue. Ça sent comme un barbecue. L'odeur du caoutchouc ne semble pas naturelle, elle sent vraiment le produit chimique, comme si elle avait été fabriquée dans une usine. Quand j'étais à l'usine et que j'ai senti le caoutchouc naturel, il avait exactement l'odeur d'un barbecue. La raison, c'est qu'ils prennent la sève de l'EVA, qui est du latex, puis ils la fument. Ils la fument? Oui. Comme si tu fumais du saumon? Oui, ils fument les feuilles de caoutchouc pour éliminer l'excès d'humidité et les conserver en éliminant les bactéries. La plupart des caoutchoucs naturels ont ainsi une teinte brunâtre. Donc, première étape, ajoutez le caoutchouc. Ajoutez ensuite diverses poudres, dont du soufre. Tout est chauffé pour obtenir un caoutchouc plus résistant. Retirons-le directement. C'est ça? Ouais, C'est plutôt dur. c'est dur, oui. Maintenant, c'est vraiment super dur. À 393 kPa, le caoutchouc non vulcanisé a rompu après s'être étiré à près de 900% de sa longueur initiale. Sous la même contrainte, le caoutchouc vulcanisé ne s'était étiré que d'environ 5%. Il s'est finalement rompu à 14,1 mégapascals après s'être étiré à près de 600% de sa longueur d'origine. Qu'est-ce qui, dans le soufre et la chaleur, a tant modifié les propriétés? Chimiquement, la poudre de soufre se compose uniquement d'anneaux de 8 atomes. Sur la plaque chauffante, l'anneau s'est brisé en fragments plus petits. Ces atomes ou chaînes de soufre, ayant des sites de liaison libre, cherchent où s'attacher. Ils se sont probablement fixés à un atome de carbone d'une chaîne de caoutchouc,
rompant sa double liaison pour s'y lier. Ensuite, avec un autre site de liaison libre, il s'est fixé à un carbone d'une autre chaîne de caoutchouc, rompant sa double liaison et unissant les deux chaînes. La réticulation crée des liaisons souples entre les chaînes du caoutchouc, faites d'un, deux ou plusieurs atomes de soufre d'affilée. Maintenant, réfléchissez à ce que cela fait au caoutchouc. Au lieu que chaque chaîne soit lâche et glissante comme des spaghettis, elles sont attachées ensemble dans un réseau flexible mais connecté. Désormais, si le caoutchouc reste au soleil un jour d'été, ces liaisons serrées l'empêchent de fondre. Et par temps froid, les liaisons de réticulation empêchent le caoutchouc de geler complètement, ce qui le rend moins cassant et plus difficile à briser. Quand vous tirez sur le caoutchouc, les chaînes s'étirent comme avant. Mais lorsque vous le relâchez, tout revient à sa position d'origine parce que tout est connecté. Les liaisons croisées renforcent le caoutchouc, le rendant plus solide, résistant et élastique. En fait, en modifiant le nombre et les propriétés de ces liaisons croisées, vous pouvez changer les propriétés du caoutchouc. Avec de nombreuses liaisons croisées, les chaînes de caoutchouc sont fortement liées, rendant le caoutchouc plus dur et rigide. C'est parfait pour les semelles de chaussures et pneus, qui doivent être durables, mais aussi un peu flexibles. Des liaisons croisées plus courtes rendent le caoutchouc plus résistant à la chaleur et au vieillissement, car elles sont plus difficiles à casser. C'est utile pour les joints et les isolants. Avec des liaisons croisées plus longues, les chaînes de caoutchouc bougent plus librement et s'étirent davantage avant de casser. C'est idéal dans le domaine médical pour des applications flexibles. Les liaisons croisées stabilisent le caoutchouc. Lorsque Hayward a saupoudré de la poudre de soufre sur des feuilles de caoutchouc, la chaleur du soleil a bien provoqué une certaine réticulation, mais uniquement en surface. En malaxant puis chauffant le soufre, Charles a provoqué la formation de liaisons croisées dans l'échantillon. Les résultats étaient bien meilleurs. Ce procédé a finalement été nommé vulcanisation, d'après le dieu romain Vulcain, lié à la chaleur et au soufre des volcans. Durant les 5 années suivantes, Charles a perfectionné sa vulcanisation, puis l'a breveté en 1844. Il a ainsi fait passer le caoutchouc d'une curiosité à un matériau aux possibilités infinies. Il ignorait qu'il n'était pas le premier à l'avoir découvert. Les Mayas et les Aztèques fabriquaient du caoutchouc. Vulcanisaient-ils aussi le caoutchouc ou bien... En fait, oui, il le faisait. En fait, la découverte de Charles était très similaire à ce que les Mésoaméricains faisaient depuis des milliers d'années. Ils prenaient le jus de l'hypomée, qui contenait du soufre, le mélangeaient avec du latex naturel, puis, en l'exposant au soleil, cela chauffait et créait naturellement les liaisons croisées que Charles avait découvertes dans sa cuisine. Pourquoi les Européens ont-ils tout réinventé au lieu de simplement leur demander? Je doute même qu'il l'ait remarqué. Non. Après l'invention de Charles, de nombreux produits ont été créés ou améliorés grâce au caoutchouc. Richards affirme audacieusement qu'il pourrait traverser le Pacifique dans cette tenue. Le pneu de vélo gonflable date de 1888, les premiers gants médicaux en caoutchouc de 1890 et le premier pneu de voiture de 1895. Tout cela était dû à l'invention de Charles. Bien qu'il ait presque seul révolutionné l'industrie du caoutchouc, il n'a jamais beaucoup gagné d'argent. Il a dépensé des milliers de dollars pour défendre ses inventions lors de litiges de brevets. Et quand il est décédé en 1860, à l'âge de 59 ans, il avait plus de 200 000 $ de dette. Cela représenterait environ 7,7 millions de dollars aujourd'hui. 38 ans plus tard, l'Américain Frank Seiberling fonde une entreprise de pneus qu'il nomme en hommage à l'inventeur du caoutchouc, Charles Goodyear. Aujourd'hui, Goodyear génère 18,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et est le 3e fabricant mondial de pneus. Depuis 100 ans, les pneus consomment plus de caoutchouc naturel que toute autre application. Mais le caoutchouc vulcanisé seul n'est pas assez résistant et s'userait rapidement, ne durant qu'environ 8000 km. Ainsi, au début des années 1900, les constructeurs automobiles et les fabricants de pneus ont commencé à expérimenter des additifs, dont une substance appelée noir de carbone. Donc, dans le caoutchouc naturel, on a ajouté du noir de carbone, De la consolidation. ce qui va ajouter la réticulation. Ça ne provoque pas la réticulation. Non, vraiment? Ceci est le renforcement et le remplissage. Oh! Cela le rend durable et résistant. Aujourd'hui, les pneus de voiture durent environ 100 000 km. Le noir de carbone donne couleur et durabilité. Mais le noir de carbone a un autre avantage. Il conduit l'électricité. C'est extrêmement important parce que pendant que vous roulez sur la route, vous rechargez le véhicule.
Sans dissiper cette charge statique, vous recevriez une décharge en touchant la voiture pour la mettre à la terre. Mais plus tard, certaines entreprises se sont demandé si elles pouvaient réduire la friction au roulement en utilisant un autre additif, alors elles ont essayé la silice à la place, ce qui a donné un pneu d'apparence blanchâtre. La silice conduit mal, et le caoutchouc est aussi un isolant. Donc maintenant, lorsque la voiture avançait, elle accumulait lentement de la charge. Lorsque vous allez faire le plein de la voiture, vous avez un véhicule chargé d'électricité statique. Vous insérez un tuyau de carburant relié à la terre dans le réservoir. Vous provoquez une étincelle, la voiture explose. Les pneus doivent impérativement être conducteurs. Un autre avantage, si un orage éclate et que la foudre frappe la voiture, celle-ci agira comme une cage de Faraday et vous protégera totalement en dissipant l'électricité vers le sol. Les gens ont surtout utilisé du noir de carbone pour le pneu, avec juste un peu de silice dans la bande de roulement. Depuis l'invention de Goodyear, nous avons produit plus de 70 milliards de pneus. S'ils étaient empilés les uns sur les autres, ils pourraient aller jusqu'à la Lune et revenir 21 fois. Et presque tous ces pneus avaient besoin de caoutchouc naturel. Mais le boom du caoutchouc a eu un coup, surtout au début. À la fin du 19e siècle, l'Amazonie produisait plus de 90% du caoutchouc mondial. Mais les EVA sauvages étaient souvent espacés de plusieurs centaines de mètres. Ainsi, pour répondre à la demande croissante, les barons du caoutchouc ont commencé à exploiter les populations autochtones, tuant environ 40 000 personnes rien que dans la région de Putumayo, et probablement plus de 100 000 dans l'ensemble de la région amazonienne entre 1879 et 1911. L'activiste humanitaire Roger Casement a dit qu'on l'appelait d'abord « caoutchouc des Indes » parce qu'il venait des Indes, et que le premier usage qu'en ont fait les Européens était pour effacer. On l'appelle maintenant « caoutchouc des Indes » parce qu'il efface les Indiens. C'est l'un des pires exemples de génocide et de traitement révoltant des peuples autochtones. D'autres pays comme l'Angleterre contestaient le monopole du Brésil. En 1876, le biopirate Henry Wickham a introduit clandestinement 70 000 graines d'EVA en Angleterre. L'Empire britannique a semé ces graines dans toute l'Asie du Sud-Est, au climat comparable. Mais cette fois, ils ont créé de grandes plantations d'EVA au lieu d'en avoir seulement quelques-uns éparpillés. Ces plantations produisaient bien plus que l'Amazonie. La part du Brésil dans le caoutchouc est passée de plus de 80% en 1907 à 1,6%, un peu plus de 30 ans plus tard. Vers 1935, plus de 90% du caoutchouc venait des colonies britanniques d'Asie du Sud-Est. Les 2 tiers de ce caoutchouc étaient utilisés pour fabriquer des pneus. L'un des plus grands constructeurs automobiles de l'époque était Ford, qui fabriquait en moyenne 1 500 000 voitures chaque année. Et Henry Ford n'était pas à l'aise avec le monopole de l'Angleterre. Alors, en 1928, il a acheté 10 000 km carrés de terrain au gouvernement brésilien pour construire une ville utopique. Il l'a appelée Fordlandia. Il y avait des cottages de style Cape Cod, un hôpital, des piscines, un terrain de golf et de petites bouches d'incendie rouge. C'était une ville américaine en Amazonie. Elle pouvait accueillir 10 000 personnes, toutes travaillant à planter des millions d'EVA. La plantation Ford est une entreprise prospère, hommage au savoir-faire et à la science. Mais dès les années 1930, les choses ont mal tourné. Chaque matin, les ouvriers se réveillaient, se rendaient à la rangée d'EVA et ils remarquaient des taches noires. Au début, il n'y en avait que quelques-unes, de petites taches sous les feuilles, comme des grains de suie. Mais l'après-midi, elles avaient complètement recouvert les feuilles. Et le lendemain matin, les feuilles tombaient. Peu après, l'arbre mourait. Chaque jour, une nouvelle rangée d'arbres était infectée et mourait. Ceux qui l'ont vu affirment que ça ressemble à une ligne de feu. Les arbres infectés forment une frontière nette, vert d'un côté, noir de l'autre. Et on voit cette ligne noire avancer jour après jour. On pouvait pratiquement la regarder se déplacer, laissant des arbres morts derrière elle. Les arbres étaient infectés par le mildiou des feuilles sud-américain, un champignon originaire d'Amérique du Sud. Cette brûlure a détruit les 3,6 millions d'EVA des plantations de Ford au début des années 40, provoquant une catastrophe. Lorsqu'il a planté ces EVA, au lieu de les séparer de plusieurs centaines de mètres, comme dans la nature, il les a plantés à quelques mètres les uns des autres, 200 000 d'entre eux. Leurs racines, feuilles et branches se touchent toutes.
Et donc, c'est comme si une épidémie traversait directement la plantation. Ford a essayé de relocaliser le projet dans une ville en aval, Belterra, en plantant encore 16 000 acres d'EVA. Mais ceux-ci sont tous morts aussi. Le fils de Ford a abandonné le projet en 1945. Les bâtiments de Fordlandia se tiennent toujours au Brésil, abandonnés. À ce jour, aucun remède n'existe contre la brûlure des feuilles. La brûlure est si fatale pour les EVA qu'ils ne poussent pas en plantation dans leur pays d'origine. Ainsi, l'Amérique du Sud fournit moins de 2% du caoutchouc. Plus de 90% provient d'Asie, c'est pourquoi il est si essentiel d'empêcher la propagation de la brûlure des feuilles en Asie du Sud-Est. Pratiquement tous les EVA d'Asie du Sud-Est proviennent des graines Canriwicam à voler, et les arbres plus récents ne sont que des clones des anciens, donc les plantations sont essentiellement une grande monoculture. En conséquence, nous sommes particulièrement vulnérables aux éventuelles épidémies de champignons et autres choses de ce genre. Si une infection fongique se produit en Malaisie, cela réduirait considérablement la production mondiale de caoutchouc. Quelles seraient les conséquences sans caoutchouc? Si le mildiou des feuilles sud-américains s'installe en Asie du Sud-Est et que vous perdez le caoutchouc naturel, alors vous parlez d'un effondrement complet de la société mondiale. Il ne resterait plus que la fabrication de pneus en caoutchouc synthétique, et dans le pire des cas, il ne pourrait même pas en fabriquer. Vous ne pourriez plus fabriquer de pneus de camions, plus d'avions. Mais le vrai risque, c'est la famine urbaine, puisque plus de 50% de la population mondiale vit en ville. Comment allez-vous acheminer la nourriture vers les villes? Mais quelque chose comme cela a effectivement anéanti une grande partie de l'approvisionnement en caoutchouc il y a seulement 6 ans. En 2019, 2 maladies sont passées des palmiers aux EVAs en Thaïlande. En 6 mois, ces maladies s'étaient propagées dans 7 pays et sur 1 million d'acres d'arbres. L'année suivante, la production a baissé de 10%. Si cela n'a pas détruit plus d'arbres, c'est à cause d'une autre épidémie dont nous nous souvenons tous. La COVID arrive au début de 2020. Cela a stoppé la propagation de ces maladies comme conséquence indirecte des efforts pour arrêter la propagation de la COVID. Sans la COVID, jusqu'où cela serait-il allé? Combien de millions d'hectares auraient réellement été détruits ou gravement atteints par ces 2 brûlures foliaires? Nous considérons le caoutchouc naturel comme acquis dans de nombreux produits. Donc, si vous prenez une voiture typique, il y a quelque chose comme 250 à 300 composants en caoutchouc à l'intérieur de la voiture. Réinventer ces composants avec des matériaux synthétiques serait un vrai cauchemar. Si nous devions perdre le caoutchouc naturel et ne compter que sur le caoutchouc synthétique, serait-il encore possible de réaliser ces applications? Donc, cela s'est déjà produit dans le passé. Si vous y réfléchissez, tous ces polymères synthétiques proviennent de ce raisonnement initial selon lequel nous ne pouvons pas obtenir de caoutchouc naturel. Nous devons créer d'autres matériaux. C'est une question de sécurité nationale. C'est fou. Tu penses que ce n'est qu'un pneu, mais sans pneu, impossible de déplacer une armée. La question est, si le caoutchouc naturel est si remarquable, pourquoi ne pas le recréer en laboratoire? Les États-Unis ont tenté cela pendant la Seconde Guerre mondiale, après que le Japon ait bloqué 97% de l'approvisionnement mondial. Les guerres modernes ne peuvent pas être gagnées sans caoutchouc. Ce qui s'est passé ensuite, c'est un investissement énorme des États-Unis, équivalent à 11,1 milliards en valeur actuelle, dans le caoutchouc synthétique et la culture de plantes alternatives pour le caoutchouc naturel. C'est environ un tiers du projet Manhattan. Les 4 grandes entreprises américaines de pneumatiques ont relevé le défi en améliorant et produisant un caoutchouc synthétique, le styrène butadiène, en moins de 3 ans. Le styrène butadiène, contrairement au caoutchouc naturel, est produit à partir de 25% de styrène et 75% de butadiène. Les deux proviennent généralement du raffinage du pétrole brut. Les monomères sont dispersés dans l'eau et se combinent en longues chaînes dans un arrangement aléatoire. Le caoutchouc est ensuite vulcanisé. Il s'use moins vite que le caoutchouc naturel sous la friction, mais sa résistance à la traction est bien plus faible. En 1942, les États-Unis utilisaient 99,6% de caoutchouc naturel et 0,4% de synthétique. En 1945, 14% de naturel et 86% de synthétique. Actuellement, environ 70% du caoutchouc utilisé est synthétique, principalement le styrène butadiène. Cependant, pour certains usages, le caoutchouc naturel reste supérieur.
Si vous pensez aux pneus d'avion, c'est absolument incroyable qu'ils soient là-haut à des dizaines de degrés en dessous de zéro avant de commencer à atterrir. Et ensuite, vous avez tout le poids énorme de l'avion sur ces petits pneus minuscules qui voient leur température augmenter énormément en un temps incroyablement court. Seul le caoutchouc naturel le peut. Donc, les pneus d'avion sont essentiellement composés à 100% de caoutchouc naturel, et vous ne pouvez pas atterrir si vous avez du synthétique dans le pneu. Alors, qu'est-ce que le caoutchouc naturel peut faire que nous ne pouvons tout simplement pas reproduire? Imaginez simplement que vous commencez à l'étirer, d'abord cela. Le mouvement est à peine perceptible. C'est très facile d'étirer cette partie-là. Cette première partie est très simple. Maintenant, réfléchis à la force que tu utilises pour continuer à l'étirer. Oui, ça devient plus difficile. Ça devient de plus en plus difficile. Encore et encore. Oui, et puis finalement, tu atteindras un point de rupture. La difficulté augmente car le caoutchouc devient plus résistant quand tu l'étires. À mesure que tu étires les polymères, ils commencent à s'aligner et à se coller ensemble grâce à de faibles forces intermoléculaires appelées forces de Van der Waals. Quand ils sont assez serrés, les polymères forment de fins cristaux en feuilles, alignés selon l'étirement. En tirant, davantage de polymères intègrent la structure cristalline. Chaque cristal crée une liaison transversale, rendant le caoutchouc plus dur et résistant. Cette capacité à former des cristallites empêche la déchirure. Si une fissure se propage, elle rencontre un cristal et ne peut pas aller plus loin. Dans un échantillon sans fissure, la contrainte est répartie uniformément, mais s'il y a une fissure, une plus grande charge se concentre directement sur le bord, ce qui fait que le caoutchouc s'étire davantage. Cette zone riche en cristaux devient plus difficile à casser. Les cristaux stoppent la fissure jusqu'à un seuil, puis elle casse. C'est ce qui rend le caoutchouc naturel si durable. Il se renforce lui-même sous contrainte, arrêtant les fissures nettes. La cristallisation rend le caoutchouc naturel idéal pour les applications exigeantes. L'avion peut peser 500 à 600 tonnes. Donc si vous y réfléchissez, chaque pneu supporte 20 tonnes et il arrive d'une température très froide là-haut. Il fait entre -50 et -60 selon l'altitude de vol et vous passez d'une vitesse nulle à très élevée, générant rapidement beaucoup de chaleur par friction. Il y a une raison pour laquelle ils fabriquent les pneus d'avion en caoutchouc naturel et c'est parce que c'est une application vraiment exigeante. Et la cristallisation aide énormément à préserver ces pneus et à les faire durer. Une étude indique que l'expérience a montré qu'aucune fissure détectable ne se propage dans le caoutchouc en cristallisation, sauf lorsque la contrainte atteint un niveau provoquant une rupture soudaine. Oh, c'était rapide. À terme, on atteint un point de rupture, mais on parvient finalement à le surmonter. En tirant sur un échantillon de caoutchouc, tu exerces une contrainte. Les polymères se réorganisent et les ondulations se déploient, donc la pièce se déforme et s'allonge. La déformation, ou changement de longueur par unité, s'affiche sur une courbe contrainte-déformation. Beaucoup de matériaux sont élastiques sous de faibles contraintes. En l'étirant, l'espacement entre les atomes change. Mais lorsque vous retirez la force, il reprend sa forme d'origine. À un certain point, une contrainte provoque une déformation permanente. C'est la limite d'élasticité. Le matériau ne retrouve plus sa forme et si vous continuez, il se fracturera. Mais la courbe contrainte-déformation du caoutchouc est un peu étrange. Au début, il s'étire très loin avec très peu de force, c'est la partie facile. Mais ensuite, à mesure que vous continuez à tirer, la contrainte augmente très rapidement. Alors, étire-le rapidement. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est un peu chaud, peut-être? Il est chaud. Sa température a augmenté de 10 degrés. Cette partie où il devient vraiment difficile de l'étirer davantage et où ça chauffe, c'est exactement là que le caoutchouc commence à se cristalliser. Le caoutchouc chauffe car la formation de nouvelles liaisons libère de la chaleur. Si tu continues à l'étirer, le cristal finit par ne plus le retenir et il casse. Mais un phénomène étrange survient si tu t'arrêtes avant ce point. Ensuite, le caoutchouc reprend sa forme, mais sur une courbe plus basse. Garde-le étiré et fais-le bouger. Maintenant, relâche-le. Touche tes lèvres. Qu'est-ce que tu ressens? Maintenant, c'est beaucoup plus froid. Ouais. Donc tu es allé vers la cristallisation à partir de ça. Tu l'as étiré, tu l'as cristallisé, c'est une réaction exothermique.
Ensuite, tu l'as laissé refroidir à température ambiante étirée, puis relâché et dissous les cristaux. C'est bizarre. Comment dissous-tu les cristaux? Il faut de l'énergie pour cela. Tu refroidis l'élastique. La raison pour laquelle les deux courbes sont différentes, c'est qu'il faut plus d'énergie pour aligner les polymères que pour que les polymères se recourbent. Et cette différence d'énergie, c'est exactement la chaleur qui est libérée sur un cycle complet. Nous avons vu que le caoutchouc naturel est construit à partir de ces éléments de base, mais le monomère technique est en fait l'isoprène qui ressemble à ceci. Ce sont les mêmes atomes, mais avec certains groupes et liaisons déplacées. Donc le terme technique pour le caoutchouc est 6,1, 4-polyisoprène. Nous avons réussi à produire du 6,1 4-polyisoprène synthétique. L'isoprène peut être polymérisé. Il devrait donc agir comme le caoutchouc naturel, non? Et celui-ci est le plus proche, mais il ne fonctionne pas aussi bien parce qu'il n'est pas aussi parfait structurellement que le caoutchouc naturel. Il existe deux façons pour les monomères de s'attacher. Dans le caoutchouc naturel, ils s'unissent du même côté, formant la liaison 6. Le pourcentage de 6 dans la chaîne moléculaire que la nature peut fournir est vraiment précis. C'est 99,99%, quelque chose de cet ordre-là. Mais avec le caoutchouc synthétique, il est facile pour les monomères de s'attacher du côté opposé de la double liaison. C'est la liaison trans. Désormais, ils ont plus de place pour s'allonger. Ils n'ont pas cette liberté de mouvement supplémentaire, donc ils s'étirent moins et cristallisent mal. Et quand vous fabriquez l'équivalent synthétique, il est plutôt bon, mais c'est du 6-polyisoprène à 98%. 1 ou 2% seront du trans-polyisoprène. Il est donc moins sujet à la cristallisation, mais il est aussi moins performant et n'offre pas la même résistance que le caoutchouc naturel. Lors d'un essai de traction, un caoutchouc synthétique s'est également étiré jusqu'à environ 600% avant de se rompre, mais il n'a supporté qu'environ 9,1 mégapascal, contre plus de 14,1 mégapascal pour le caoutchouc naturel. Cependant, dans certains domaines, le caoutchouc synthétique surpasse le naturel. En faible contrainte, sans cristallisation, le caoutchouc naturel perd son avantage. Le synthétique est préféré pour la bande de roulement des pneus de voiture pour sa meilleure résistance à l'abrasion. Le caoutchouc nitrile, un caoutchouc synthétique utilisé pour les gants, bloque également le passage des produits chimiques plus agressifs. Alors, avec le polyisoprène, on observait, disons pour des agents de chimiothérapie, peut-être 80 à 90% de perméation. Avec le nitrile, on constate environ 10 à 20%. Wow! Donc, c'est bien mieux. C'est énorme! C'est énorme, surtout pour une employée d'un centre de cancérologie. Les gants en nitrile sont apparus à la fin des années 1980 durant la pandémie de sida face aux allergies au latex. Étonnamment, les gants n'étaient pas obligatoires pour chaque procédure jusqu'à ce que le CDC publie une directive pour prévenir la transmission du VIH en 1987. Ensuite, la demande de gants est passée de 300 millions à plus de 36 milliards de dollars à la fin des années 1980. Des dizaines de nouvelles usines de gants en latex ont ouvert pour répondre à la demande. En général, après qu'un moule ait été plongé dans le latex, le gant est lavé et de nombreuses protéines provenant de l'arbre sont simplement éliminées. Mais ensuite, ils ont supprimé cette étape. Cela signifiait que toutes ces protéines solubles restaient dans le gant. Donc, lorsque les infirmières ou les médecins mettaient ou enlevaient ces gants poudrés non lavés, ils dispersaient toutes ces protéines dans l'air. Le personnel infirmier respirait ces particules, cette poussière, pendant toute leur garde, jusque dans leurs poumons. Et pour les patients, vous avez ces gants remplis de protéines qui éliminent tout ça à l'intérieur de votre corps. Des milliers de personnes sont devenues allergiques au latex. Dans les années 90, on pensait qu'après 4 opérations, on avait sûrement une allergie au latex de type 1 et que 10 interventions la confirmèrent. Les fabricants ont repris le lavage du latex après de nombreuses plaintes, mais il était trop tard. Même si quelque chose a été correctement lavé, si quelqu'un a cette allergie au latex de type 1, il va quand même y réagir. Les gants en nitrile aident à combattre cette allergie. Cependant, pour les longues interventions, certains médecins privilégient encore le gant doux et confortable en latex naturel. Donc le Dr Cornish travaille sur une alternative de caoutchouc naturel provenant de la plante Guayule, qui ne contient pas les protéines auxquelles les gens sont allergiques. Cette plante peut pousser dans des climats désertiques et elle produit un caoutchouc plus résistant et plus souple que même l'EVA du Brésil.
Non seulement la production à grande échelle du guayule aide à résoudre le problème des allergies au latex, mais c'est aussi une mesure de précaution au cas où la maladie toucherait l'Asie du Sud-Est. Le transport, la santé, la construction, il y a tellement d'industries qui dépendent du caoutchouc naturel. Il existe des réglementations concernant la lutte contre le mildiou en Amérique du Sud. Et il est difficile d'obtenir un vol direct du Brésil vers l'Asie du Sud-Est. Mais pas impossible. Il paraît imprudent d'exposer l'industrie au risque d'un seul vol problématique. Pour un matériau qui n'est devenu utile qu'il y a environ 200 ans, il est aujourd'hui difficile d'imaginer la vie sans lui. Lorsque Henry Ford a développé Fordlandia, il n'a consulté aucun expert en EVAs qui aurait pu l'informer du fléau. Ne refaisons pas la même erreur.